1955. 78. À Jean Paulhan, le 11 janvier 1955. Mon cher Anémone Languide, il est entendu, je pense, que la suite du professeur Y passe dans le numéro de février 55. En très bonne place et non relégué aux sous-crottes des petites lettres presque anonymes de vos ultimes pages. Et la fin, enfin, en mars ou avril. À ce propos, la critique de Normand, si favorablement annoncée, fut un bel exemple de sous-chiasse à la sauvette, torché en un tiers de page. Soyez rassurés, votre beau déficitaire, 500 sacs par mois, n'est pas près de me ravoir. Vos demi-dieux collaborateurs, horreur que ce nom, peuvent dormir tranquilles. Bien votre ami, Languide Anémon. Détouche. 79. À Louis-Ferdinand Céline, le 14 janvier 1955. Mon cher élève, naturellement j'ai connu pas mal de gens et dans le nombre quelques mufles, mais il n'était jamais arrivé encore qu'un écrivain exigeât d'obtenir de Gaston Gallimard pour me donner la suite d'un article dont la NRF avait publié le début une avance de 500 000 francs, en me menaçant, faute de cette avance, de porter à quelque autre revue le second chapitre. Ce sont là de drôles de façons. C'est un drôle de chantage. Il a réussi, voilà peut-être une excuse. L'effet, en tout cas, était que Marcel Arlan et moi nous sommes trouvés très embarrassés, d'abord pour combler, pendant les mois d'attente, un vide imprévu, ensuite pour ménager dans la revue la place nécessaire à la suite de cet entretien, d'ailleurs beaucoup plus long que vous ne nous l'aviez laissé prévoir. Une revue, vous vous en doutez peut-être, se prépare quelques 6 mois à l'avance. Il ne faut vous en prendre qu'à vous-même. Des quelques retards dont vous vous plaignez, laissons cela. J'ai été le premier, dès la Libération, à vous défendre et à vous publier, à vous faire publier. Et c'est grâce à moi que vous avez pu ajouter une nouvelle maison à celle que vous possédiez déjà. Ce qui m'a valu pas mal d'ennuis, purement matériels, mais aussi de brouilles et d'injures. J'ai supporté le tout assez allègrement. Le bon droit, de toute évidence, était de mon côté. Mais enfin, j'avais le droit d'attendre de votre part, je ne dis pas une reconnaissance éternelle, disons du moins une neutralité bienveillante. Je n'ai rencontré dans vos lettres, et même dans vos articles, qu'une malveillance aigre, continuelle, sournoise, et d'ailleurs fausse, Astérix. Je ne puis dire que je vous en veuille. Vos lettres sont amusantes, comme peuvent être amusantes des lettres d'enfants ou de fous. Puis de qui dirait-on du mal quand on vit, comme vous, dans une maison de campagne un peu à l'écart, sinon des rares personnes que l'on a sous la main, des personnes qui, en vous rendant service, se sont mises en quelque sorte sous votre main. Qu'y faire ? Je m'aperçois que vos lettres, en tout cas, ont cessé de m'amuser. Veuillez adresser les prochaines, par exemple, à Marcel Arlan. Pour moi, je vous salue bien. Jean Paulhan. Astérix. Fausse. Je n'ai pas de femme de ménage, je prends très peu de vacances, etc. Tout ça est pénible, et somme toute, je vous aimais bien. Pourquoi diable avoir un aussi sale caractère ? 80. À Gaston Gallimard, le 19 janvier 1955. Mon cher ami, fin dîneur mondain, comme je le connais, Paulhan, notre ami, qui a pris grand soin de taper son cafouillage, qu'il veut époustouflant, n'a pas manqué d'en emporter les doubles pour les faire admirer par tous les fins dîneurs. Je lui règle son compte, moi, Céline. Tout ceci est véniel et sénile. De quoi se plaint ce vieux baveux ? Il trouve la mariée trop belle, qu'elle a trop de tempérament. Il lui faut du salsificourt. Il lui faut perdre en légumes bien cuits, bien insipides, 500 000 francs par mois dans son illustribus. Il ne veut pas de surprise. Tout ceci est de son âge, inévitable, dirais-je. Je ne tiquerai pas, mais je tique quand il m'accuse de chantage. Je bredouille pour m'accuser de l'avoir mis dans l'embarras. Quid, quod, patacès idiot. Mais chantage quoi ? A-t-on jamais accusé de chantage un ouvrier qui défend son travail ? Et quel travail ? Tel que cet imbécile n'en a jamais vu. Je tiens musée, vous le savez, de toutes les injures possibles. Celle de chanteur me fait défaut. Pour une fois, pour la première fois sans doute de sa vie, J.P. se montre original.
Il me trouve aussi propriétaire de nombreuses maisons. Il est là en plein délire. On interne pour moins grave. Je ne possède pas un sou vaillant. Je ne possède que des dettes. Je suis insaisissable et insolvable. Pour la bonne raison qu'on m'a dépouillé de tout et davantage. Les amis de JP. Il doit le savoir. Et je vous dois 7 161 846 francs en fait de fortune. Vous le savez. Vais-je vous accuser, vous, monsieur Gaston, de sabotage, de complicité, duplicité, complot contre mes ouvrages, par étouffement systématique, parce que je trouve, après tant d'autres, une publicité de votre maison dans le monde où vous célébrez les mérites éclatants du livre de monsieur Roger Vaillant, vous qui niez à en hurler l'action de cette publicité, qui ne vous fiez, m'avez-vous dit, et écrit, qu'aux bouches à oreille. Vais-je vous traiter de fourbe et de menteur? Ah non, alors, j'ai 10 ans de moins que JP. J'attendrai encore 10 ans pour plus ne savoir du tout ce que je dis. Il y a d'ailleurs où rire, comme l'on dit à Rennes, dans cette affaire Vaillant. Il me semble bien, à moins que ma mémoire me trahisse, ô mauvais signe, que ce même Vaillant écrivit dans les tribunes des Nations, il n'y a pas très longtemps, qu'il m'avait attendu dans son escalier rue Girardon pour m'abattre comme un chien, et qu'il regrettait de ne pas l'avoir fait. Mon Dieu, il est encore temps. Je ne vais pas souvent chez vous, mais il peut venir chez moi. Je n'insiste pas. Ce n'est peut-être pas le même Vaillant. Je suis peut-être aussi ramolli que JP. Son ancienneté est indéniable, son privilège. Mais fait-il sous lui? Tout est là. Moi, pas encore. Un tout petit peu pipi, un rien. Me rattrape-t-il? Le rattrapai-je? À vous bien amicalement, Louis Ferdinand. 81. À Gaston Gallimard, le 8 février 1955. Cher ami, toujours tellement désireux de jouer le jeu, je me demande si mes ours au complet ne peuvent être acceptés par la baie de la Pléiade, entre Bergson et Cervantes par exemple. Puis-je vous demander votre éminent avis, bien respectueusement, des touches. 82. À Louis-Ferdinand Céline, le 11 février 1955. Cher ami, en ce qui concerne la Pléiade, je n'ai pas à avoir d'avis. Je ne fais que répondre aux demandes des libraires, qui, eux-mêmes, me transmettent les désirs de leur clientèle, et je ne me décide que si j'ai un nombre suffisant de souscriptions. Il est probable qu'un jour votre tour viendra. Très attristé de votre respect. Vôtre, Gaston Gallimard. 83. À Gaston Gallimard, le 12 février 1955. Cher ami très respecté, beware of my countryman when he grows polite. Écrit Kipling, ce qui veut dire que je vais vous taper bientôt d'1 million, le prix d'un pékinois de Madame Marteau, ou d'une toute petite étole d'une toute petite amie, une insignifiance, 40 000 francs de 44, quand je pense que le trust achète vos 125 milliards, et que vous avez avancé 100 millions de francs à vos auteurs, et ce que perd l'illustribus, enfin bien respectueusement quand même, ô provisoire. Vôtre, un des galériens, élève des touches. Vous seriez bien gracieux de demander si votre clique de roupillons mal intentionnés a trouvé le moyen d'adresser 12 Normands à la vie médicale, 13 rue d'Anguien, Monseigneur de Neufchâteau, 84, à Louis-Ferdinand Céline, le 15 février 1955. Cher ami, décidément, vous, Paulan, et par conséquent moi, nous ne cessons de jouer la comédie. Paulan, dites-vous, vous attribue de vastes immeubles. Vous me prenez pour un nabab. Tout cela, c'est du roman. Un Pékinois ne vaut pas 1 million. 40 000 francs de 1944 ne représenteraient aujourd'hui que 400 000 francs environ. Hachette ne vaut pas 125 milliards, pas même la moitié, et a été fondée il y a plus d'1 siècle. Si les avances aux auteurs consenties par la NRF atteignent un certain moment de pointe, 80 millions, l'avance à Louis-Ferdinand y est pour 1/10, et il y a près de 2000 auteurs à son catalogue, et cela ne prouve pas que nous soyons radins. Vôtre, Gaston Gallimard. PS. Les roupilleurs se sont réveillés pour les 12 Normands. 85. À Gaston Gallimard, le 16 février 1955.
Non, Gaston Mordicus, c'est par 20 et pas par 10 qu'il faut multiplier les prix de 44 à 55. Parole de mort, j'étais encore vivant en 44, je sais ce que je cause, et le prix de la nouille. Si vous allez acheter votre Pékinois à Londres, vous verrez qu'il vaut 1 million. Il y a Pékinois et Pékinois, mais si vous l'achetez tanné à Paris, à la Reine d'Angleterre, c'est moins cher. Pardi. Oh, Paulan, depuis qu'il est toréador, rue des Arènes, il se connaît plus, il me traite de tout, il me banderille. Mais Ferdinand, il est au moins 50% de ce qui est valable à la NRF, et j'ai que 10%, vous dites. Ce culot qui est vôtre, Dominici à moins d'un plomb, ça va vous venir avec l'âge. Radin, foute que vous l'êtes, bordel, comme tous les gens riches. Vous seriez pas riche, pas radin. Vous vous laisseriez aller, il n'y en aurait pas pour 3 jours de toute votre fortune si célèbre. On en rigole et puis c'est tout. Si c'est plus permis de rigoler, vous allez devenir objectif. Vous allez prendre au sérieux l'illustribus, et c'est pénible. À propos, dites donc le chèque. Il est vachement en retard, je trouve. Vôtre, hélas, LFC. 86, à Jacques Festi, le 19 février 1955. Cher monsieur, à la réflexion, il me vient que la prière d'insérer de Dutour est un petit peu réticente, pas bien engageante à acheter l'ouvrage. Or, très très discret de nature, j'ai appris à mes dépens que l'objet déprécié par le vendeur n'allait pas loin. La réclame, puisqu'il s'agit de réclame, se fait sans du tout y glisser de tels repentirs. Il n'est que lire elle, ou de voir comment s'habillent les académiciens. Dutour sait tout ceci parfaitement. Foutre de déplaire aux 2000 auteurs de la maison, se gêne-t-il pour moi? Le monde moderne est grossièrement vantard, et moi, juste sans me vanter, je prie les personnes de bien vouloir regarder attentivement mon petit truc. C'est tout. Vais-je déprécier l'article? C'est inepte. D'autres, selon Dutour, avaient avant moi réussi le truc de faire passer le langage parlé à travers l'écrit. Quel donc? Je vais éclairer la lanterne de Dutour. Barbus dans Le Feu, Ramus un peu, Paul Morand dans Ouvert la nuit, et puis c'est tout. Je ne les ai plagiés ni les uns ni les autres. Quant aux auteurs que je trouve dans la NRF, par exemple, ils écrivent tous, à mon sens, en chromo, comme les délits. Pour moi, Jules Romain, Sic, Genet, Sartre, Mauriac, Monterland, Lacretelle, etc., etc., absolument même tambouille chromo, plus ou moins maniéré, tarabiscoté, Daily, Daly's Brothers. Donc, pour notre prière d'insérer, très bonne certes, mais moins respectueuse de ce que pourrait en penser tel ou tel, je l'ai parfaitement. Vous savez que je connais très bien l'ignoble Amérique, j'y ai longtemps pratiqué, un dicton y fait fureur, don't knock, boast. Que nos prières d'insérer ne détournent pas le lecteur, déjà si fatigué, crâneur, couillon. Bien cordialement vôtre, Détouche. 87, à Gaston Gallimard, le 8 mars 1955. Comment s'étonner de ne plus vendre mes livres, puisque votre catalogue n'en fait jamais mention? Peut-on saboter un auteur de sa propre maison avec plus de cynisme? Non, n'est-ce pas? Non, évidemment. Vous auriez encore une petite rubrique, torche-cul. Mes livres y figureraient. Il me semblerait que je compte tout de même un peu, mais rien, jamais rien. Détouche. 88, à Louis-Ferdinand Céline, Paris, le 14 mars 1955. Cher ami, votre lettre du 8 mars est plus surprenante encore que les précédentes. Voilà que vous m'envoyez un extrait de catalogue consacré à la collection du monde entier, avec le reproche de n'y pas figurer. J'ai toujours pensé que vous étiez un très grand écrivain français, mais il ne me serait jamais venu à l'idée de faire l'hommage de votre œuvre aux littératures anglo-saxonnes, espagnoles ou italiennes. Excusez ma courte vue, vôtre, Gaston Gallimard. PS. J'ai corrigé le prière d'insérer des entretiens. J'ai collé du génie. Serez-vous content? 89, à Gaston Gallimard, le 15 mars 1955. Obs, 1979.
Génie, nom de Dieu, cher ami, c'est le moindre des titres puisqu'ils font immortels les marchands d'aspirine. Vous serez toujours désespérément 1900. Sourire, modestie, bas noir et tout. À vous, LFC. 90. À Gaston Gallimard, le 2 avril 1955. Mon cher Gaston, je vois qu'il fonctionne toujours. Et comment le procédé bouche-oreille? Pourquoi ne me rendez-vous pas le même service dans les nouvelles littéraires et le Figaro littéraire? Ils ne marcheront pas, me répondrez-vous. Basta! Vous êtes le père alibi. Vous avez réponse à tout, à côté ou de travers. Mes réponses, ils marcheront parfaitement si vous vous en donnez la peine, si vous les sommez en tant que pape de la synagogue, NRF copédé gaulliste. Ridicule cet insuffisant tirage de 6000 professeurs Y. Vous tenez à ce que je crève, vous m'étouffez. Pape, coco, pédé, gaulliste. Autre histoire. Voici les lettres d'Ovadia. Son manuscrit est ici, je l'ai reçu ce matin même. À votre disposition, mais il faudra me l'envoyer chercher. Il est manuscrit. Je ne veux pas le confier à la poste. Je ne demande qu'à le préfacer si vous le publiez. Vive Israël! Vive le ghetto NRF! PD Gaulo résistant! Et son pape, LFC! Répondez-moi, je vous prie, sur tout ceci vite, que je réponde à Ovadia. Je suis, vous le savez, la courtoisie même, et la preuve, je vous offre une préface à l'œil. Je me casse le cul autrement que vous, flûte! 91. À Gaston Gallimard, le 18 avril 1955. Vous m'avez dit, écrit, Gaston d'Alibi, que vous pensiez à une publicité pour les entretiens. Je n'en vois goutte, nulle part, sauf celle que je me fais, et vous fais, à coups de clownerie. Très bien, bon, je prends note, et je vous salue haineusement, Gaston d'Alibi. À la revoyure, LFC. 92. À Gaston Gallimard, le 23 avril 1955. Cher ami, je vais répondre à ce pauvre Palestinien que vous lui refusez la fosse commune de vos 2000 auteurs. Bougre, vous éditez assez de légumes cuits, parfaite insipidité, pour n'être dégoûté par rien. Si je devais épurer votre catalogue des 30 dernières années, je trouverais 1000-2000 navets autrement plus impossibles que ce chétif manuscrit. Soit, coffre-fort, vous avez la loi. On pourrait très bien pousser les entretiens de 20 côtés, il m'est confirmé qu'ils plaisent. Qu'attendez-vous pour retirer à 20 000 les cocos golos pédérastes de votre synagogue en prendraient ombrage? La belle histoire, ils en verront bien d'autres, sales abrutis. Toujours votre dispo, gracieux et respectueux, des touches. 93. À Gaston Gallimard, le 11 mai 1955. Cher ami, on semble tomber de la lune lorsque je pose à votre secrétariat une question pourtant bien honnête, bien élémentaire, bien pertinente. Je vous la pose à votre tour. Où, auprès de quelle organisation peut-on consulter les chiffres exacts des tirages des livres édités dans l'année, aussi bien livres de sciences, livres populaires, daily, que les livres de votre catalogue ou Julliard, etc. Je sais bien qu'il existe un dépôt légal à l'ABN, foutre, c'est un fameux foutoir que je connais très bien, où il est impossible d'obtenir un renseignement sérieux, brouillard organisé. Mais de Noël m'avait parlé d'autres bureaux, Boulevard Saint-Germain ou la Société des gens de lettres. Bref, Hachette doit le savoir. Peut-être. Quand on arrive aux précisions, sauf pour le cash, on ne trouve plus devant soi qu'une tripotée d'abrutis débiles mentaux bafouilleurs, hébétés par les dernières vacances et déjà tout médusés par le calendrier des prochaines. Toute cette ignoble racaille belle, votre très obligé, LFD touche. 94. À Louis-Ferdinand Céline, le 12 mai 1955. Cher ami, c'est vous qui tombez de la lune. Si vous aviez réfléchi quelques minutes avant de poser à Madame Laigle des questions auxquelles personne ne peut répondre, vous auriez évité de lui faire perdre son temps. Votre question n'était ni honnête, ni pertinente. Il n'y a aucune organisation qui puisse fournir les chiffres exacts des tirages des livres édités dans l'année. La bibliographie de la France publie bien des statistiques, mais elle concerne exclusivement le nombre d'ouvrages de différents genres publiés.
Il n'y aurait guère que le dépôt légal qui puisse vous renseigner, ou bien chaque éditeur particulièrement, en admettant que leur auteur y consente. Moi-même, lorsque je veux connaître approximativement le succès de tel ou tel ouvrage, paru chez un de mes confrères, je n'ai d'autre ressource que de faire relever chez quelques libraires, par un de nos représentants, les numéros d'édition qui figurent sur la couverture. C'est une indication bien vague. À noter en outre que tirage ne signifie pas vente. Vôtre, Gaston Gallimard. 95. À Gaston Gallimard, le 13 mai 1955. Retenez, Gaston, je ne m'intéresse jamais qu'à des trucs positifs. Je suis fécond, moi. Rien de stérile ne m'occupe, pas une seconde. Alors que le stérile remplit la vie des gens du monde et autres polluants. Saisissez-vous, Gaston. Vous me répondez des sottilles, paresse. Il s'agissait que vous m'aidiez à rédiger un article pour votre illustribus avec des chiffres. Basta. Vous êtes loin, bien loin de là. N'en parlons plus. Salut, Tétouche. 96. À Gaston Gallimard, le 20 juin 1955. Mon cher ami, je reçois mon relevé. Je vois hélas que mes affaires vont de plus en plus mal. L'année dernière, même époque, je ne vous devais que 7 161 846. Cette année, 7 790 784. Je vous ai pourtant livré entre-temps d'immortels chefs-d'œuvre, et vous avez fait tout votre possible, je le sais, pour en assurer la distribution, la diffusion et la vente, par publicité, articles, etc. Or, je me suis, au cours de cette année d'efforts, endetté à votre égard de 500 000 francs au moins. Mettons que je vive jusqu'à 82 ans, sans manger, sans boire, et toujours aussi laborieux. Je serai à vous devoir 27 millions. Vous aurez, mettons, 93 ans. Toujours le bon pied, bon œil et le sourire, mais je vous ferai un procès diable, car je trouve tout à fait abusif que vous fassiez figurer les droits anglais 125 800 francs, où vous n'avez que foutre dans mes dettes. Nous verrons ça. Je m'occuperai de ce litige dans une dizaine d'années. Votre fidèle ami et croissant et laborieux créditeur, Détouche. 97. À Louis-Ferdinand Céline, le 24 juin 1955. Cher ami, l'explication que vous demandez est bien simple. Votre dernier relevé de compte était daté de juin 1954, et vous nous deviez à cette date 7 161 846 francs. Le dernier relevé que nous venons de vous adresser est arrêté au 31 décembre 1954 et se solde par un débit de 7 471 434 francs et non pas de 7 790 784 francs ainsi que vous l'indiquez par erreur. La différence est donc en gros de 300 000 francs et non pas de 500 000 francs comme vous l'écrivez. Or, entre ces deux dates, c'est-à-dire entre juin 1954 et décembre 1954, nous vous avons versé environ 600 000 francs et dans le même laps de temps, nous avons encaissé pour 180 000 francs de droits se rapportant à la vente de vos livres et 125 000 francs de droits de traduction anglaise, ce qui fait un total de 305 000 francs. La différence entre les sommes versées à vous et les sommes encaissées est donc d'environ 310 000 francs. Voici donc, d'une façon clairement expliquée, je crois, l'augmentation de votre débit. Pour qu'il y ait diminution, il faudrait tout simplement que les sommes qui vous sont versées deviennent inférieures aux sommes qui sont encaissées, tant pour la vente des livres que pour la cession des droits annexes. Croyez bien que je souhaite vivement, pour vous comme pour moi, qu'un jour nous puissions y parvenir. Bien amicalement, Gaston Gallimard. 98. À Gaston Gallimard, le 25 juin 1955. Mon cher éditeur Gaston, votre explication n'est pas du tout claire, mais il faut bien que je m'en contente puisque vous êtes le coffre-fort. Oh, rien d'autre, mais le coffre. Vous avez donc fait passer par vos entrailles les 500 000 francs du Club du Livre et les 125 000 francs des droits anglais et me les resservez ensuite comme si ces sommes provenaient de vente de votre boutique. Passez, muscade, vous êtes parfaitement à la dévotion de clans qui me sont parfaitement hostiles, leur otage pour ainsi dire, et je serais bien stupide d'attendre jamais d'autre genre de relevé de la NRF. Ainsi soit-il. Combien verserez-vous au maquis de la prochaine résistance? Tout est là. On escompte, vous le savez, de grosses sommes. Le coffre se doit, bien amicalement, élève des touches. 99. À Louis-Ferdinand Céline, le 23 septembre 1955. Cher ami,
Il m'a semblé qu'il y aurait maintenant intérêt à publier en édition populaire Le Voyage au bout de la nuit. Et je viens vous demander si vous seriez d'accord pour réaliser ce projet. Vous pourriez recevoir pour cette édition, au moment de la mise en vente, une somme de 750 000 francs pour un tirage de 66 000 exemplaires, le prix de vente du livre étant de 250 francs. Lorsque vous m'aurez donné votre accord, il me sera possible de vous préciser la date de mise en vente de cette édition. J'espère que ce projet vous fera plaisir et je vous prie de croire à toute mon amitié. Gaston Gallimard. Tout à fait d'accord. Le 24 septembre 55, des touches. 100. À Gaston Gallimard. 24 septembre 1955. Cher ami, je suis tout à fait d'accord avec vous pour l'édition que vous me proposez. Précisez-moi, je vous prie, la date de sa mise en vente et des 750 000 francs. Je ressens, vous l'imaginez, une grande fierté et un vif plaisir à l'idée que tant de labeurs et d'épreuves sans nom vont être un peu honorés. Je vous prie de croire à toute mon amitié. Des touches. 101. À Gaston Gallimard, le 30 septembre 1955. Cher ami, ne trouvez-vous pas que je serais parfaitement à ma place dans cette galerie de têtes de pipe, aussi bien qu'un autre? Eh diable, cela dépend d'Hachette. Mais n'êtes-vous pas au mieux avec les Hachette? Celui qui préside aux destinées de l'entreprise n'est-il pas membre de votre conseil d'administration? Lui-même fils de celui qui me fit enlever le prix Goncourt décerné à Mazeline, tante de Belby, dont vous occupez le palais? Que cet enculé monde est petit, mais je n'abandonne pas mon propos. J'ai l'ambition bien légitime de faire partie de cette galerie de têtes de pipe. Quelle publicité, et gratuite, quel moyen de toucher enfin la jeunesse. Un mot de vous, à la bonne oreille, suffirait. Mais voilà, quel gang, quelle cellule, synagogue, pissotière, partie, loge, faut-il appartenir? Votre ami attentif, élève des touches. 102. À Louis-Ferdinand Céline, le 3 octobre 1955. Cher ami, mais non, il ne dépend pas de moi que vous figuriez dans la galerie Vaubourdol. Je ne pense pas que cela dépende même d'Hachette, ni figure que des écrivains dont les textes sont inscrits aux différents programmes scolaires ou universitaires. J'ajoute que jamais aucun membre de la société Hachette n'a fait partie de notre conseil d'administration, ni n'en fera partie. En ce qui concerne vos droits adhérents à l'édition du livre de poche, ils vous seront versés comme convenu à la publication. Petit 1. Vôtre, Gaston Gallimard, petit 1, en janvier. 103. À Marcel Arlan, le 27 octobre 1955. Cher ami, vous savez qu'avant la guerre, et sans doute ces jours encore, les Allemands publiaient leur manuel de bactériologie sans jamais citer Pasteur, coche partout. J'éprouve la même désagréable impression lorsque je lis votre si belle revue pour ce qui me concerne et mes très minuscules trouvailles. Tous, mais pas lui. Ne serait-il pas cocasse, grivois, gaulois, hilarant, tapissé, de faire entamer un petit tournoi sur le langage parlé à travers l'écrit, où flamboyeraient de tout leur génie les 2000 auteurs de Gaston, Dixit, et où je ne serais, moi, évidemment, jamais mentionné. Et puis, à la fin des fins, je dirais, moi, mon petit mot, bien gentiment, humblement, je rendrai hommage à tous, à vous bien sincère et amical, des touches. 104. À Gaston Gallimard, le 8 novembre 1955. Mon cher ami, est-il indiscret de vous demander de me faire envoyer le relevé de mon compte, avec bien en place et souligné la somme que je vous dois, que je ne me berce pas d'illusions, que je ne me laisse pas aller à penser que je vais pouvoir m'offrir ceci, cela. Bien amicalement à vous, des touches.